Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comment réussir mon ensilage en silo couloir, parce que c'est un mode d'entreposage au Québec. Nous sommes très diversifiés dans les différents types d'entreposage, que ce soit les silos tours, les silos hermétiques, les balles, les hack bags ou encore les meules. Et aujourd'hui, on va traiter un peu des silos couloirs. Il y a vraiment, on pourrait dire qu'il y a des étapes clés ou il y a des moments clés en tant que tels lorsqu'on parle de production d'ensilage en silo couloir. Premièrement, il y a des enjeux de savoir les dimensions du silo. Dès la construction, ça va avoir des impacts importants sur la qualité, sur la préparation à la pré-récolte, comment on se prépare, les choses à faire, sur la compaction du silo, sur le recouvrement du silo avec les bâches et à la reprise du silo. Ici, déjà, un peu sur la photo à droite, on peut remarquer deux choses. On voit différents silos couloirs. Et vous pouvez constater, oui, ils sont bien des beaux plastiques, mais le problème ici, on regarde dans le silo de gauche, ben, les murs, comment je peux dire, le bunker est trop large pour celui-ci, puis on voit une série de faces qui est ouverte dans plusieurs reprises, qui n'est pas une bonne qualité. Puis même ici, pour voir un côté un petit peu brunâtre, en fin de compte foncé, qui pourrait indiquer un certain développement de moisissure ou une détérioration aérobique de cet ensilage-là. Puis on va voir différents paramètres aujourd'hui dans cette présentation. Premièrement, on va associer rapidement pour la dimension du silo. Il existe différents outils pour vous aider à calculer les silos. Sur le site du Wisconsin, il y a des excellents outils pour savoir, OK, c'est quoi la dimension du silo qu'on a besoin, mais il y a des facteurs à considérer. Premièrement, c'est quoi les besoins du troupeau, c'est quoi les besoins actuels et futurs de celui-ci pour savoir c'est combien vous avez besoin de fourrage par jour. Un estimé de la perte de matière sèche, parce que oui, le troupeau peut avoir besoin de 2000 kg de matière sèche par jour, mais s'il y a une perte de matière sèche de 10 ou 20, ça va avoir des impacts sur le volume de celui-ci. Le taux de reprise visé, on sait très bien qu'on recommande entre, mettons, on pourrait dire 6 pouces durant l'hiver, puis peut-être entre 8 et 10 pouces en fin de compte pendant l'été pour le taux de reprise. Puis pourquoi qu'on met 12 pouces? La simple bonne raison, ça laisse une marge de manœuvre que, ben, si on a un silo bunker qui ne, comment je pourrais dire, qui n'est pas utilisé à sa pleine capacité à un moment donné, au moins, ça nous met une marge de manœuvre. Parce que si on essaie de construire la taille d'un silo couloir avec un 4 pouces ou un 8 pouces, ben, ça laisse peu de marge de manœuvre par la suite si on a besoin de gérer différemment celui-ci. La longueur du silo, vous allez voir un exemple tantôt, et la largeur de celui-ci. Lorsqu'on parle de longueur, ici, c'est un exemple qui avait été fait par Brian Holmes aux États-Unis. En gros, ici, je ne me souviens plus, c'était pour nourrir 500 vaches en lactation. Vous pouvez constater qu'ici, on a trois versions, mais qui vont donner la même quantité, permettre la même quantité d'entreposage, soit un avec une rangée, 360 pieds, ou deux rangées de 180 ou deux rangées de 120. Premièrement, ce n'est peu pratique d'avoir une seule rangée de 360 pieds pour la simple bonne raison que, un, c'est compliqué à remplir, puis deux, il y a une plus grande quantité de pieds de mur. On se retrouve à 720 pieds versus 480 pieds, ce qui veut dire que le coût de production est beaucoup plus faible pour celui-ci et aussi, ça va être beaucoup plus facile à remplir, ça va être plus facile à gérer avec les différentes coupes. Autre chose importante, c'est la largeur minimum du silo couloir. Il faut se rappeler qu'il faut s'assurer, ben, comme vous voyez, c'est souvent les tracteurs qui compactent celui-ci, la largeur au bas de la pente, il faut que ça soit au moins égal ou supérieur à la largeur des roues externes de vos tracteurs que vous allez utiliser pour s'assurer que vous allez être capable de compacter le milieu parce que si vous choisissez des silos couloirs trop petits, la portion du centre va être très mal compactée. Tu te rappelles des étapes à faire avant le début du remplissage, s'assurer de faire le tour de vos murs. Est-ce que c'est des murs ici en préfabriqué ou c'est des murs en bloc? De sceller puis réparer les fissures du mur, retirer les déchets, faire le nettoyage sur les plastiques, les matériaux de stage sur les pneus pour que ce soit tout soit complet. Tondre les mauvaises herbes autour et adjacents pour s'assurer de contrôler comment je pourrais dire, on va appeler ça la vermine, les souris, les rats pour rendre l'aspect moins attrayant. Et aussi élaborer un plan de récolte. Vous allez voir plus tard dans la présentation que oui, vous pouvez avoir la grosse autofourragère, mais si votre chantier d'entreposage ne possède pas assez d'équipement pour la compacter, vous allez vous retrouver avec des problèmes de compaction. Voici quelques facteurs qui affectent la densité en fin de compte d'un silo, parce que là, maintenant, vous avez récolté votre fourrage à comment je peux dire, une taux d'humidité idéal, 35 de matière sèche, et il se retrouve déchargeant en fin de compte devant les silos couloirs. Et maintenant, il y a différents facteurs qui peuvent affecter la compaction et la densité, soit la vitesse de livraison de l'ensilage, la hauteur du silo, puisque plus que le silo haut, plus qu'il va y avoir une meilleure compaction qui va se faire en hauteur, le poids moyen des tracteurs, le nombre de tracteurs lors de la compaction, l'épaisseur de la couche d'emballage. Il faut se rappeler qu'on recommande maximum 6 pouces pour s'assurer qu'on soit capable de faire des couches succinctes.
et le temps de compaction. Et tout ça, en tant que tel, il existe aussi des chiffriers pour être capable de calculer la densité. C'est des chiffriers qu'on trouve sur le site de l'Université du Wisconsin pour dire, OK, quelle va être la densité si j'ai une vitesse de livraison X, une hauteur de silo Y et un nombre de tracteurs et du temps de compaction. Autre facteur important, c'est de s'assurer de respecter tout le temps une pente de 3 pour 1 pour s'assurer d'éviter que les pneus patinent. Parce que quand les pneus patinent en fin de compte sur l'ensilage, ça fait que démêlé, il n'y a pas de compaction qui se fait. Ici, pour montrer un peu c'est quoi, parce que souvent on dit que le minimum, c'est 14 livres de matière sèche par pied cube qui est recommandé pour la densité d'un silo. Ici, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis pour voir, OK, voici différentes fermes entre 2004 et 2005 où ils ont été évalués la densité des silos couloirs. Vous pouvez constater en tant que tel qu'en 2004, il y avait 7 producteurs sur 14 qui étaient à moins de 12 livres et il y en avait 12 sur 14 qui étaient à moins de 14 livres par pied cube. En 2005, à la suite d'une visite, puisqu'ils sont modifiés, les producteurs, il y en avait juste 1 sur 14 qui était toujours en bas de 12 livres. Mais par contre, on est encore à 8 sur 14 producteurs qui étaient en bas de 14 livres par pied cube. Puis on peut voir que, à mon avis, que ce soit au Wisconsin aussi, il peut y avoir encore au Québec des enjeux de compaction des silos. Puis on va voir un peu ça va être quoi l'impact sur la perte de matière sèche. Ici, c'est un peu aussi la position dans le silo. C'est simplement, on voit toujours notre fameuse ligne du 14, 14,5 qui est recommandée. En fonction de la position par rapport à l'extérieur vers l'intérieur, et c'est en bas, au milieu, au-dessus. Puis on peut constater que plus que l'ensilage se retrouve au bas du silo, plus qu'elle est mieux qu'elle est compactée. Mais tous ceux qui sont au-dessus, il y a un problème de compaction. Fait qu'il faut vraiment s'assurer que lorsqu'on ferme un silo, la compaction idéale au-dessus, que ce soit uniforme. Puis ici, c'est simplement pour montrer l'amélioration de la compaction entre la même étude 2004-2005, entre le dessus, le milieu, puis le bas. Puis on peut constater que malgré qu'il y a une amélioration entre les 2 années, à la suite des visites des chercheurs, il y a encore des problèmes en termes de compaction dessus du silo et dans le milieu de celui-ci. Et ici, en fin de compte, on retrouve un peu la même chose entre le centre, le top, et le centre en tant que tel d'un silo en termes de matière sèche. Puis on peut voir que l'ensilage de maïs est beaucoup plus difficile à compacter que l'ensilage d'herbe normalement, et c'est beaucoup plus difficile d'avoir une densité optimale. Simplement pour vous expliquer pourquoi que c'est important, une bonne compaction, une bonne densité, puisque la densité a des impacts sur la porosité, c'est le graphique qu'on va vous montrer, mais surtout que en fonction de la matière sèche, ici on voit de 25 à 39, et la densité, c'est 6 kg par mètre cube, on peut constater que plus la densité est faible, plus la perte de matière sèche est importante. C'est la même chose ici en tant que tel en termes de matière sèche de celui-ci, mais vous pouvez voir qu'il y a une relation que plus qu'on augmente plus qu'on atteint une matière sèche idéale entre 35 et 40, plus la perte de matière sèche diminue, et plus on compacte celui-ci, plus la perte de matière sèche diminue en celui-ci. Puis tout ça est dû un peu aussi à la porosité qui arrive dans l'ensilage. C'est simplement que, ce que veut dire, parce que la porosité, c'est la capacité, c'est la quantité d'air qu'on peut se retrouver dans la masse. Plus que de l'air dans la masse d'ensilage, plus que ça va être difficile de faire diminuer le pH, plus aussi ça va être possible pour l'air, lors de la reprise, de pénétrer à l'intérieur de celui-ci et de créer des problèmes de stabilité aérobique. Ici, c'est un graphique qu'on voit différentes densités et différentes quantités de matière sèche, la porosité de celui-ci. On peut constater qu'il y a une relation entre la matière sèche parce que plus l'ensilage est sec, plus que peu importe la densité, plus que la porosité va augmenter. Et pour une matière sèche identique, il y a quand même une grande différence. On regarde à 0,4 et 0,35. Il y a une différence en 400 kg par mètre cube et 1000 qu'on passe de 0,1 à 0,7 en termes de porosité. Et pour ça, qu'est-ce que l'impact la porosité? Ça a un impact sur la conductivité de la chaleur. En fait, comment la chaleur peut pénétrer à l'intérieur de celui-ci. Ici, c'est un graphique qui montre la chose suivante. Vous pouvez voir sur l'axe des X l'humidité, la densité wet, en fin de compte, telle que servie entre 500 et 1000, la porosité et la conductivité de la chaleur. Ce qui veut dire que plus, ici, dans le cas qui me concerne, c'est que plus l'ensilage est dense, plus la porosité va diminuer et du même coup, il va avoir une relation avec la conductivité de la chaleur. Ici, c'est un graphique un peu plus compréhensible. C'est simplement qu'on voit la position dans la façade en tant que telle du silo, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 mètres, en fonction de la densité de 480, 640, 880, 960, c'est sur une base humide, et la température. On peut constater que plus la matière sèche est dense à l'intérieur de celui-ci, plus la température va être froide par rapport à une masse, en fin de compte, un bunker, que la densité est beaucoup plus faible.
Ici, on peut le voir ici dans cette façade-là. On peut voir ici, c'est une image thermique qui a été prise. Puis on constate ici, regarde, ils n'ont pas, du côté gauche, ils n'ont pas respecté l'angle de 1,3, ce qui veut dire que ça a été très difficile à compacter dans cette zone-là. Puis on peut voir que la température est beaucoup plus élevée dans les zones qui sont moins bien compactées. Autre chose importante qui peut affecter la densité puis la compaction, c'est vraiment le processus de récolte. Ici, on retrouve deux choses. Cette section ici, c'est la portion récolte avec l'autofourragère qui a une capacité de 120 tonnes à l'heure. Une fois que la fourragère est capable de remplir les camions jusqu'à 120 tonnes à l'heure, par contre, pour le transport puis amener jusqu'au silo, on se retrouve avec 50 tonnes à l'heure et avec une capacité de compaction de 50 tonnes. Puis vous pouvez voir que oui, malgré que c'est 120 tonnes à l'heure que la fourragère est capable de faire, mais le transport est capable d'en faire 50, ce qui veut dire qu'il y a un match entre le transport, la livraison et la compaction. Dans ce moment-là, il n'y a pas de problème. Par contre, le problème arrive, c'est quand que le forfaitaire décide: ah oui, j'ai 120 tonnes à l'heure. Le transport, ben, si je ne veux pas attendre, il faut que le transport soit aussi 120 tonnes à l'heure, mais que le taux, la capacité de compaction dans les silos couloirs est seulement de 50. C'est là qu'on se retrouve avec un problème que ben, vous n'êtes pas capable de compacter suffisamment et là, vous avez des pertes de matière sèche. Oui, vous allez peut-être économiser sur le temps, mais vous allez augmenter votre perte de matière sèche puis vos coûts de production simplement en voulant sauver du temps du forfaitaire. Autre chose importante, c'est le type de roue. Puisqu'on peut voir sur le marché, il y en a qui mettent des roues doubles, des roues simples. Mais qu'est-ce qui est important, en fin de compte, c'est vraiment aucune différence si on met des roues simples, des roues doubles à l'avant ou à l'arrière. Pour la simple et bonne raison que les roues doubles, c'est pour gérer la compaction dans le sol. C'est pour diminuer la compaction. Fait que si vous mettez des roues doubles dans un silo, oui, ça va bien paraître, qui va être compacté, ça va avoir de l'air ferme, mais en réalité, la compaction ne sera pas le meilleur. Puis l'unique facteur qui est important lorsqu'on parle de compaction, c'est le poids du tracteur et le poids du matériel qui est fait à l'intérieur de celui-ci. Autre chose importante, une fois qu'on a bien compacté, on a tenu on a 14, 15, 16 livres de matière sèche par pied cube de notre silo. C'est important d'aller le recouvrir le plus rapidement possible. Puis ça, premièrement, ça commence par choisir un excellent plastique. Je ne crois plus que c'est une problématique actuellement, mais il faut que ce soit résistant aux perforations, aux déchirures pour empêcher, en fin de compte, pour lorsqu'on va mettre les pneus pour les enjeux du vent, de la grêle ou des animaux, du gel, que ce soit perméable à l'oxygène, c'est pour ça qu'on va pouvoir voir tantôt un peu les barrières à oxygène, et résistant au UV. Ici, c'est plus une étude des années 93 où qui ont assez de montrer ça va être quoi l'impact de la perte de matière sèche à différentes profondeurs en des silos qui sont couverts avec un polyéthylène ou non, à niveau d'un bunker ou des silos pilotes. Puis qu'est-ce qu'on peut voir en termes de perte de matière sèche entre non couvert et couvert, c'est qu'on passe de 78 dans le premier 25 cm à 7,2. À 50 cm de profondeur pour la luzerne, on passe de 23 à 1,6 et de 75 de 14 à 5,7. Vous pouvez constater que c'est ça qui est intéressant d'appliquer un plastique sur vos ensilages. Je ne crois plus qu'il y a de producteurs qui ne mettent plus de plastique, mais je crois qu'il y a certaines exceptions à la règle. Autre chose aussi, c'est une autre expérience qui a été faite en 1965, vous voyez que c'est dans le temps, où on comparait simplement un toit, du brin de scie, du sol, de la chaux ou du plastique sur qu'est-ce qui est le pourcentage de matière sèche qui est récupéré. Quand il n'y a rien, si on se retrouve à 82, quand il y a un toit à 78, du brin de scie 81, du sol 79, de la chaux 80, 78. Mais qu'est-ce qui est important le plus de savoir en tant que tel, c'est qu'au niveau en tant que tel comment je peux dire, la totale en termes de pourcentage ici, c'est vraiment, regarde, on passe de 11, 23, 25, 30, 32, c'est que c'est important de mettre un plastique, puis juste savoir à l'époque qu'on essayait différentes méthodes, c'était le message à retenir. Autre chose qui était faite, une autre étude où ils ont comparé différents paramètres. Est-ce que le taux de reprise, la condition de la façade, est-ce qu'elle est défaite ou non? Est-ce qu'elle est couverte ou non? Est-ce qu'il y a une bonne densité de pneus? Et c'est quoi la densité des ensilages par rapport à la perte de matière sèche, au taux de perte de matière sèche, à la température du dessus, à la température de la façade et la stabilité aérobique. Puis on peut constater deux choses, c'est que la qualité du cover, en fin de compte, la qualité du plastique a une forte importance, un impact négatif, en fin de compte, plus que la température, plus que les conditions sont mauvaises du plastique, plus que la température va augmenter. Mais d'autres facteurs importants qu'on va voir, c'est la densité des pneus, comment les pneus sont bien répartis. Et tout ça, ça mène à une autre chose, c'est vraiment au niveau de la barrière à oxygène, c'est que maintenant, c'est souvent recommandé d'utiliser une barrière à oxygène pour diminuer les pertes de matière sèche. Ici, en gros, c'est c'est une méta-analyse qui a été faite pour comparer avec ou sans perte de matière sèche. Et les barres foncées indiquent, OK, voici l'amélioration de la perte de matière sèche. Si on regarde cette expérience-là, on est passé d'une diminution de la perte de matière sèche allant de 35 à presque rien.
Et ça, c'est similaire en tant que tel pour différentes études. Et en termes de quantité de perte de matière sèche entre un film standard et une barrière à oxygène, il y a quand même une diminution de façon importante. Les pertes de matière sèche, on passe de 19 de perte de matière sèche à 11. Et pour la stabilité aérobique, on double presque le nombre d'heures de la stabilité aérobique. Ici, c'est la bonne façon, il faut s'assurer de mettre un plastique sur les contours du mur de chaque côté qu'on va replier vers le centre et mettre une deuxième toile sur le dessus pour protéger, en fin de compte, empêcher l'air de rentrer à l'intérieur. Puis ça l'empêche l'air de rentrer sur les côtés ou dans les fissures des choses pour améliorer la qualité. Empêche l'eau de pénétrer dans l'ensilage, dans les bordures. Et ça prolonge aussi la durée de vie des murs à cause de l'acidité des ensilages. Ça, c'est juste un exemple d'une photo qui vient de Brian Holmes, l'Université du Wisconsin, où il n'y avait pas de plastique. On peut voir que les coins des silos sont gravement pourris. Puis ça, c'est de l'argent que vous perdez. À 200-250 $ la tonne de matière sèche, ben, ça fait 1000-2000 $ pour avoir économisé un petit, peut-être 500 $ de plastique. Puis ça, c'est une des preuves qu'on vous montrait. C'est une expérience qui a été faite où on a mis, comme vous voyez, une expérience qui a été faite, c'est ils ont fait un côté du silo avec une membrane oxygène qu'ils ont mis sur le côté du mur de bas en haut, qui ont recouvert de l'acide de polyéthylène, et de l'autre côté où qu'ils n'ont rien mis. Puis on peut voir, ils ont pris des mesures au centre et à des distances de 50, 100 cm ou mètres pour les deux conditions à 40 cm de profond. Puis qu'est-ce qu'on peut constater ici, c'est lorsque les différents traitements avec barrière oxygène OB50, OB100, OB150, c'est que la perte de matière sèche du corps, en fin de compte, du milieu, est à 5,14 et elle se maintient, peu importe si tu es proche du mur ou éloigné du mur. Tandis que, si on regarde pour ceux qui n'avaient pas de barrière oxygène, la perte de matière sèche près du mur est beaucoup plus importante que le corps ou encore celle qui est à 150. Ce qui démontre qu'il y a des bénéfices d'avoir des barrières oxygène. Et ici, on voit juste une image thermique qu'on peut voir que la différence de température, c'est vraiment qu'il y a un impact. Vous voyez que où il n'y a pas de barrière oxygène, ben, la température est beaucoup plus élevée en surface. Comme j'ai dit tantôt, il y avait une grande importance de mettre des pneus. Ici, on retrouve une différence entre est-ce qu'on met une compaction uniforme, ici on met de la gravelle, ou des pneus séparés de façon répartie de façon aléatoire. Puis on peut constater que la température est beaucoup plus élevée lorsque les pneus sont répartis, ne sont pas collés et qu'il y a des espaces comment je peux dire, sur le bunker qui n'est pas couvert de pneus de compaction. Et ça, c'est la raison et pourquoi, c'est que lorsqu'il n'y a pas une couverture complète du silo, comme vous voyez dans l'image qui est suivante, c'est que ça permet, la place, c'est juste qu'il y ait un petit trou, que l'air en dedans, puis là, ça va faire comme un poumon, ça va se remplir et l'air va pénétrer grandement à l'intérieur de celui-ci. Tandis que si il y aurait une quantité de pneus importante, ce serait couvert parfaitement, ben, l'air, le vent ne pourrait pas pénétrer à l'intérieur. C'est peut-être juste où se trouve le pneu qui aurait une problématique, une détérioration, et non à l'ensemble du silo. Ici, c'est un exemple à ne pas faire lorsqu'on applique les différents pneus. Dernier facteur important, c'est lors de la reprise de l'ensilage. Les facteurs considérés sont les suivants. Un, c'est la densité de l'ensilage, parce que plus qu'un ensilage, je vais le voir tantôt, plus que l'ensilage est dense, plus qu'on peut se permettre de réduire le taux de reprise, le taux de reprise en lui-même et le type d'équipement utilisé. Ici, on peut constater, on parle encore de perte de matière sèche avec différentes densités du silo, 481 à 961, et un taux de reprise en mètres de 0,51, 1,52 en mètres par semaine. Puis on peut constater que plus que vous avez un silo qui est dense, plus vous pouvez vous permettre en tant que tel de diminuer le taux de reprise pour la simple et bonne raison que la porosité va diminuer. Quand vous ouvrez la façade du bunker, ben, l'air va moins pénétrer à l'intérieur et vous allez avoir moins de perte de matière sèche. Par contre, si vous avez des problèmes de compaction, pour une raison que vous avez dans votre silo couloir, il faut vraiment se dépêcher, augmenter le taux de reprise pour diminuer la perte de matière sèche de celui-ci. Sinon, vous allez vous retrouver avec des problèmes. Ici, en tant que tel, on peut voir la proportion, c'est une séquence qui était faite en été et en hiver, entre est-ce qu'il y avait des moisissures qui étaient visibles sur la surface en fonction du taux de reprise. Les points blancs, c'est, on pourrait dire, durant l'été. Les points noirs, c'est durant l'hiver. Constat, c'est que plus on augmente le taux de reprise, moins qu'on va trouver de moisissures sur la façade. Mais peu importe que ce soit en hiver ou en été, les moisissures peuvent se développer. C'est sûr que c'est dans le nord de l'Italie, on ne trouve pas ça au Québec, ce n'est pas les mêmes conditions, mais c'est simplement pour vous dire que, surtout au printemps, à l'automne ou à l'été, c'est important d'augmenter le taux de reprise, sinon il va y avoir du développement de moisissure qui va se faire.
Ici, c'est une courbe qui recommande les différents taux de reprise en fonction de la température extérieure, ce qui fait -10, -2, 6, 14, 22 ou 30. Et vous pouvez constater que lorsqu'on est à peu près à -10 ou -0, on essaie de faire au moins 1 mètre par jour. Par contre, lorsqu'on est en haut de 2 mètres, on essaye d'avoir une plus grande taux de reprise. Dernière slide, en tant que tel, il faut s'assurer aussi, quand on fait la reprise, de faire une façade qui est propre, de ne pas créer de craques à l'intérieur de la façade. Et aussi, c'est ça qui est recommandé des fois, d'avoir utilisé une défaceuse. En fin de compte, c'est un outil qui va nettoyer facilement la façade. Et ça, là, ça a des bénéfices, en fin de compte, en diminution de la perte de matière sèche. Ici, on a fait une expérience la suivante, c'est différentes densités avec des taux de reprise qui vont de 5 à 20 cm par jour, avec ou sans défaiseuse. Qu'est-ce qu'on peut constater? Que plus que la densité est faible et plus que le taux de reprise est faible, plus qu'il y a des bénéfices d'utiliser une défaceuse par rapport à un gobelet, et ça pour l'ensemble des différentes densités. Simplement, c'est la dernière image du jour, c'est pour montrer, voici en tant que tel, une belle façade qui est clean, qui est propre. Je ne crois pas qu'il y ait mis de plastique sur les côtés, mais c'est une façade de qualité qu'il faut maintenir. Bien, sur ce, je vous remercie encore d'avoir été présent aujourd'hui.